Bon, tout d'abord, un grand merci pour votre présence à notre webconférence annuelle qui vient clôturer notre tour de France de ces conférences que nous organisons chaque année avec le Crédit Coopératif. Euh, on va vous dresser le portrait de l'actualité du moment, l'actualité du secteur. C'est une actualité toujours très riche. Alors, pour présenter cette webconférence, alors qui est un format réduit par rapport au format présentiel qu'on anime dans une dizaine de villes, c'est un format d'environ 1h45 qui se terminera par des échanges, éventuellement questions-réponses si besoin. Et puis, vous aurez accès à la version complète du support via un lien, via un QR code que vous verrez donc à la fin du support, qui vous permettra à la fois de renseigner un questionnaire de satisfaction, mais aussi le support donc, dans sa version complète. Alors, pour animer cette conférence, je serai accompagné de Céline Calvera, qui est en face de moi, notre experte en droit social. Bonjour. Chapitre du social toujours très attendu, et de Frédéric Lange, ici présente, qui nous présentera une partie donc, sur la RSE et le cercle vertueux de la durabilité. Bonjour à tous. Bonjour Frédéric. Alors peut-être rapidement, donc cette manifestation, encore une fois, on l'organise un peu partout en France, en lien étroit avec le Crédit Coopératif dans chaque ville. Donc PKF a un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, et on a un certain nombre d'expertises sectorielles, et notamment dans le secteur non lucratif, et qui est porté par, en partie, par le secteur donc, sanitaire et médico-social, où on propose un certain nombre de missions assez variées, très sectorielles, réglementaires, avec mise en place de PRD, de RRD, PPI, également de la gestion externalisée de comptabilité, de paye, etc. Et puis un certain nombre d'autres secteurs qui sont des secteurs liés au non lucratif, avec les communautés de santé, les CPTS, le secteur public, et puis d'une manière générale, tous les secteurs portés par les associations et les fondations. Et voilà. Et puis donc en complément, d'une manière plus globale, PKF Arcilon intervient donc dans un certain nombre d'activités sectorielles, donc c'est la colonne de droite. Voilà, donc vous aurez le loisir de rentrer un peu plus dans le détail en lisant le support. Et puis on a également une différenciation assez marquée par rapport à d'autres cabinets, c'est qu'on a une société à mission, donc avec un ancrage sur le territoire assez marqué au sein de nos 30 bureaux, et puis avec une volonté en tout cas de fidéliser notre collectif, donc avec l'ensemble de nos collaborateurs. Alors, je vais peut-être laisser la parole alors à Afid, qui va nous présenter peut-être le crédit coopératif. Afid, je ne sais pas si tu nous reçois. Oui, oui, c'est bon, je vous reçois. Bonjour, Afid. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous remercie d'être présents. Donc, ce webinaire s'inscrit dans un cycle, comme l'avait expliqué tout à l'heure Julien, dans un cycle un peu plus global. Donc, c'est un peu l'aboutissement des cycles de conférences physiques que le Crédit Coopératif et PKF Arcilon ont mis en place depuis un certain nombre d'années maintenant, peut-être la 5e année, c'est ça, Peut-être 5e plus, année, le temps peut-être même file. plus, Ouais. voilà, le temps file. Donc on a mis en place ça évidemment pour accompagner les associations clients du Crédit Coopératif, mais pas que. Donc on est ouvert là-dessus. Donc on reçoit aussi des associations, des personnes qui sont pas clients du Crédit Coopératif. Le but pour nous, c'est de faire en sorte que l'information soit partagée, parce qu'on s'était rendu compte, nous, le Crédit Coopératif est un banquier historique du secteur, donc on va parler plutôt de dizaines d'années, donc on est dans le secteur social, médico-social à peu près depuis plus de 50 ans. Donc il faut savoir que le Crédit Coopératif a commencé à accompagner les associations à partir de la loi 1975. Donc on était derrière aussi l'accompagnement des partenaires
qui ont réussi à faire évoluer cette loi-là, donc la loi 2005 notamment. Et donc le crédit coopératif a une certaine légitimité historique là-dessus, mais aussi une légitimité d'accompagnement sur les solutions de financement, les solutions de gestion des flux. Donc on est une banque à part entière qui a l'habitude au fait de transformer son offre pour accompagner des associations gestionnaires des SMS et les accompagner dans l'évolution stratégique, pas seulement technique, mais aussi stratégique. Donc ce webinaire aujourd'hui, je vais pas faire de redite, mais le but c'est que vous partiez avec une information assez globale et pourquoi pas complète pour comprendre les évolutions stratégiques des cadres budgétaires, l'adaptation des référentiels comptables, puisqu'on a eu cette information évidemment assez tôt, mais il faut toujours continuer à diffuser l'information pour s'adapter. Donc il y a les solutions de facturation électronique. Je pense que ce sujet-là va être dit, mais il n'y a pas que ça. Je pense que globalement, les sujets qui traversent les associations gestionnaires, les établissements SMS sont assez profondes. Le crédit coopératif a pris un peu les devants là-dessus. Donc, on a mis en place des solutions de webinaires. Donc, n'hésitez pas, vous allez recevoir probablement un mail de satisfaction et aussi pour les opt-in, à accepter l'opt-in, à demander à ce qu'on vous rappelle, parce qu'on a une liste de webinaires qu'on va mettre en place cette année, qui touche la cybersécurité, qui touche la RSE, donc la facturation électronique, la finance éthique, les dispositifs d'accompagnement des mineurs non accompagnés. On a aussi des webinaires avec des partenaires spécialisés dans la gestion patrimoniale des actifs d'associations. On a aussi des partenaires qui nous accompagnent pour le montage des webinaires sur l'évaluation de la haute autorité de la santé. On a un bloc qui est assez important qui traitera de la transformation de l'offre, mais aussi plus spécialement de la réforme Séraphin. Donc les sujets, on sait que les sujets qui traversent aujourd'hui les évolutions des associations gestionnaires des SMS sont assez profonds. C'est pas seulement technique, donc je le redis, c'est plutôt stratégique. Et on a remarqué dans notre portefeuille de clients, les associations qui s'en sortent le mieux, qui sont plus solides, c'est celles qui anticipent ces changements stratégiques, qui évoluent avec ces changements stratégiques, qui en profitent pour, en quelque sorte, j'utilise un mot anglophone, donc upgrader au fait leur façon de travailler. Et le crédit coopératif est un partenaire privilégié dans l'accompagnement des solutions financières, de gestion des flux par exemple, des placements, mais pas que, parce qu'on apporte aussi du contenu grâce à notre écosystème, et PKF fait partie de cet écosystème-là, et on est très content chaque année au fait de mettre en place des conférences qui apportent une réelle réponse à des questions assez profonde, assez complexe. Et donc, on sera ravis de vous accompagner aussi avec les webinaires qui vont arriver, les différents contenus qu'on est en train de mettre en place pour que vous soyez prêts à ces changements stratégiques. Donc, je laisse la parole maintenant à PKF, que je remercie évidemment de monter une grosse partie du contenu de ce webinaire. Et je vous dis à très vite. Merci Afid. Alors, une belle photo des intervenants. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. On va voir cette année une actualité finalement qui est ponctuée de petits sujets. Il n'y a pas de sujet majeur comme on a pu l'avoir par le passé. Euh, c'est une version synthétique de la version en présentiel. Il y a quelques chapitres qu'on n'aborde pas ici, mais dans la version complète du support, vous pourrez les consulter. Alors, un premier volet, celui des bénéficiaires effectifs. Alors, comme vous le savez peut-être, les bénéficiaires effectifs, c'est un sujet qui est né dans le cadre notamment des sociétés commerciales, où on a imposé aux sociétés commerciales eh bien, de définir, d'identifier les fameux bénéficiaires effectifs, autrement dit, les personnes qui détiennent, in fine, le capital de sociétés, de groupes, etc. Il y a eu alors, un peu plus tard une transposition dans le secteur non lucratif,
puisque désormais, les associations, les fondations ont également cette obligation. Alors, on va voir que, évidemment, il n'y a pas de détention de capital. Donc, comment définit-on un bénéficiaire effectif dans le secteur non lucratif? Alors, c'est le Code monétaire et financier qui le définit. Il y a plusieurs registres. Le premier, c'est déjà d'exercer une fonction au sein du conseil d'administration. Donc, si je suis administrateur, je suis considéré de facto comme un bénéficiaire effectif. Il peut y avoir parfois des conseils de surveillance. Donc, dans ce cas-là, si je suis amené à exercer un certain pouvoir, je peux également être considéré comme un bénéficiaire effectif. Et vient enfin les fonctions de direction, puisque si je suis dirigeant, théoriquement, je peux également être identifié comme un bénéficiaire effectif. Le fond de la question, alors il y a le statut, mais il y a surtout derrière ça, dans le secteur non lucratif, cette capacité à exercer un certain pouvoir, un niveau décisionnel assez important, qui justifie que je suis considéré comme un bénéficiaire effectif. Donc ça va se traduire souvent par un système de délégation de pouvoir. Exemple, je suis directeur général ou directeur de structure. Si mon niveau de délégation est assez réduit avec, par exemple, un pouvoir pour engager des dépenses courantes jusqu'à un plafond, je ne sais pas, de 500 €, bon, on va estimer que le pouvoir décisionnel est assez limité. En revanche, si je suis habilité à engager des investissements, à prendre des décisions majeures de rapprochement avec d'autres structures, dans le cadre de réponse à des appels à projets significatifs, là, je vais être considéré comme un bénéficiaire effectif. Donc ça, c'est sur la définition même du bénéficiaire effectif. Alors maintenant, qu'est-ce qui est important de souligner par rapport aux obligations? Bah, on vous parle de ça puisque depuis le 1er janvier 2025, le Code monétaire et financier impose, alors aux associations, aux fondations, aux fonds de dotation, impose de mettre en place un suivi, une identification, mais aussi une mise à jour des bénéficiaires effectifs. C'est en quelque sorte du contrôle interne qui vient documenter cette obligation, parce que c'est comme ça qu'ils l'écrivent, une obligation interne. Donc, j'ai l'obligation de mettre en place un suivi en interne. Ça, c'est la règle depuis le 1er janvier 2025 qui pourrait vous être demandée, par exemple, par, pourquoi pas, une autorité de tutelle ou la Cour des comptes, puisqu'à partir du moment où vous bénéficiez de financement public, vous pourriez avoir un contrôle de la Cour des comptes. Par ailleurs, il peut y avoir une obligation déclarative. Alors, c'est pas que ça se complique, mais disons que ça a une différenciation entre le fonds de dotation et la fondation RUP, on le met ici, qui, eux, ont l'obligation de déclarer donc sur le site internet, sur le portail qui est énoncé ici, démarche-numérique.gouv, depuis juillet 2025. Donc, il y a une obligation déclarative. Cette obligation déclarative, pour le moment, ne concerne pas les associations, puisque le portail n'est pas encore disponible. Donc, difficile de déclarer si le portail n'est pas disponible. Et ça se conçoit assez aisément, puisque vous savez peut-être que les fonds de dotation, alors il y en a, je crois que c'est aux alentours de 4000. Les fondations, il doit y en avoir quelques centaines. Les associations, il y en a environ 1 500 000. Donc le portail et sa mise en œuvre, enfin la mise en œuvre de ce portail sont beaucoup plus complexes à rendre pour le rendre opérationnel que pour les fonds de dotation et les fondations. On vous met en bas un pavé avec les sanctions qui sont prévues en cas de non-communication, défaut de déclaration ou de suivi. C'est des sanctions qui sont quand même extrêmement lourdes puisqu'on parle de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende et qui témoignent de cette importance donnée par le législateur à cette obligation de transparence qui s'inscrit, alors c'est vrai que je n'ai pas dit avant, mais dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Alors, un deuxième sujet qui n'a pas vraiment de rapport avec le premier, mais qui s'inscrit dans cette actualité réglementaire. C'est en fait un sujet qui est né, nous, sur le terrain, puisqu'on avait des échos comme quoi les CPOM, dans certains cas, étaient mis à l'arrêt. Et donc, on a essayé de regarder un peu dans les textes qu'est-ce qui était prévu. Donc, on vous rappelle la genèse de la réforme. Donc, dans le secteur médico-social, avec la généralisation des CPOM pour les établissements sous financement ARS, une généralisation donc, qui est née avec la fameuse loi ASV de 2015 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, donc deux lois concomitantes qui sont intervenues en décembre 2015 et qui prévoyaient la généralisation des CPOM pour l'ensemble donc de ces établissements médico-sociaux sous financement de l'ARS, avec une diffusion progressive jusqu'en 31 décembre 2021. Donc on était fin 2015, diffusion jusqu'en 2021, ça a été retardé, ça a été reporté jusqu'à fin décembre 2024, puis 31 décembre 2026. Ces retards, comme vous le savez, ont eu pour origine alors en partie le Covid, mais surtout peut-être une sous-estimation, une mauvaise estimation de la mise en œuvre et de l'accompagnement de ces CPOM. Et donc, en 2025, par une instruction de la Direction générale et de la cohésion sociale, donc du 7 février 2025, la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles a annoncé que des travaux de simplification allaient être conduits pour la mise en œuvre des CPOM, notamment pour les EHPAD, et qu'il était donc acté de suspendre la contractualisation des CPOM pour les personnes âgées, c'est-à-dire les CPOM qui concernent les EHPAD et notamment les petites unités de vie. Donc depuis cette instruction, les CPOM du secteur des personnes âgées sont mis en suspens, sauf pour ceux qui étaient en cours de finalisation ou la signature approchait. Pour cela, la contractualisation est confirmée. Pour tous les autres, si on était en cours de négociation ou en phase initiale, pour cela, les CPOM sont totalement suspendus. Et donc, on va convenir d'avenants, comme ça a été le cas souvent par le passé. On va reconduire les modalités des anciens CPOM quand il y en avait. Et s'il n'y en avait pas, on va toujours s'inscrire dans le cadre de la procédure contradictoire. On ne vous met pas tous les textes ici parce qu'il y en a un certain nombre, mais il faut savoir qu'il y a une instruction de la DGCS qui est également parue en novembre 2025 et qui dit que cette suspension est valable jusqu'au 1er septembre 2026. On peut s'attendre à ce que ça redémarre sur la fin de l'année, mais naturellement, ce sera pour des CPOM qui seront conclus en 2027 au plus tôt sur le secteur des personnes âgées. La question qu'on se posait, c'était est-ce que finalement cette décision ne nous amène pas à un ajournement définitif? De ce qu'on a pu lire dans les textes, en fait, les CPOM ont encore un avenir puisqu'ils s'inscrivent au cœur de l'offre médico-sociale pour le moment, mais que donc il y a ce processus assez lourd qui est mis en œuvre pour les simplifier, pour qu'il y ait des trames qui soient communes, alors même si c'était déjà un peu le cas, et puis que leur suivi soit rendu beaucoup plus fluide que ça ne l'est à ce jour. Donc à suivre en 2026 et on peut même dire à suivre également en 2027. Sur l'aide à domicile, un petit focus sur les CPOM également, puisque donc la réforme dont on vient de parler juste avant concerne le secteur des personnes âgées. Sur le handicap, la suspension des CPOM ne s'applique pas. On peut, si on est dans une activité prise en charge du handicap, on peut encore conclure des CPOM en 2025, en 2026. Pour l'aide à domicile, c'est un
un peu différent, puisque comme vous le savez, il y a une réforme profonde de fusion, notamment entre les fameux SAD et les SIAD. Et désormais, donc les services d'autonomie à domicile peuvent amener finalement à disposer de 2 procédures budgétaires avec 2 financements, donc un financement conseil départemental qui amène à une procédure contradictoire, donc pour la partie aide, donc avec un budget prévisionnel et un compte administratif, et de l'autre, je peux conclure un CEPOM, puisque l'échéance pour les SAD est prévue au 31 décembre 2026, donc un CEPOM dans lequel je vais mettre en place un suivi budgétaire via un EPRD. Donc dans un même établissement SAD, je peux avoir ces deux, enfin, voire cohabiter, c'est ce qui est écrit d'ailleurs, ces deux procédures budgétaires au sein de la même structure, ce qui peut amener une certaine complexité. Alors, vous fait ici une petite piqûre de rappel sur le fameux règlement ANC 2022-06, modernisation des états financiers. Comme vous le savez, ça s'applique, date d'entrée en vigueur 1er janvier 2025, donc à mettre en œuvre évidemment pour la clôture des comptes 31 décembre 2025. Un petit rappel sur les 5 piliers de la réforme. Alors c'est un résumé, puisqu'on l'avait déjà présenté un peu plus en détail l'an dernier. Qu'est-ce que la réforme apporte? Une nomenclature nouvelle des comptes avec la suppression, je crois, c'est un tiers des comptes comptables qui existaient jusqu'alors. Donc une refonte finalement du plan de compte. Un résultat exceptionnel dont la définition évolue de manière assez significative. Ce qu'il faut retenir, c'est que le résultat exceptionnel, il est quelque part vidé de sa substance, puisqu'on va considérer comme événement exceptionnel tout événement qui ne s'est pas produit par le passé et qui n'est pas amené à se reproduire à l'avenir. Autrement dit, c'est vraiment au sens littéral du terme un événement exceptionnel, autrement dit un événement unique. Alors il y a plusieurs exemples qui étaient pris, notamment dans le cadre du règlement. Il y avait une cyberattaque massive, expropriation, cession très significative d'une partie des activités. Je crois d'ailleurs qu'il y avait tremblement de terre. Enfin, vous voyez, c'est vraiment des événements assez uniques dans la vie d'une association. Donc, résultat exceptionnel, c'est peut-être le point majeur de la réforme. Les transferts de charges, j'avais jamais vraiment bien compris quelle était leur utilité ou même le sens, mais ça disparaît. C'était propre au plan comptable général en France. Ça disparaît, c'est remplacé par des comptes, différents comptes de refacturation. Voilà, donc c'est développé dans le support qui est plus complet, vous pourrez télécharger. Des états financiers qui sont modernisés avec un nouveau modèle et un compte de résultats. Derrière ça, ça doit faciliter en théorie la digitalisation des états financiers. Et puis des annexes qui sont également revues avec de nouvelles informations, de nouveaux tableaux visant plutôt à simplifier également la présentation de l'annexe. Alors je vous en ai pas parlé, mais si vous aviez des questions, n'hésitez pas à les formuler via le chat et puis on vous propose de tenter d'y répondre au fil de l'eau. Un point important, c'est le comparatif des comptes, c'est-à-dire que je vais établir mes comptes au 31 décembre 2025 en fonction de ce nouveau règlement. Mais que vais-je faire des comptes de l'an dernier dans la présentation de mes états financiers? Il est prévu cette année une présentation transitoire où en fait je vais bien présenter l'exercice 2025 comme le prévoit la réforme. En revanche, pour l'année 2024, je ne change rien. Alors, il y a une espèce de grand écart entre la réglementation ancienne et nouvelle, mais l'idée étant de ne pas reproduire des comptes 2024 avec le nouveau référentiel, mais plutôt de garder l'existant et de présenter 2025 uniquement en appliquant cette réforme. On se sentait un peu obligé de parler de Séraphin, alors brièvement parce que c'est le début.
Donc Séraphin, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent peu, on vous rappelle que c'est notamment donc une démarche nationale qui vise à faire évoluer l'allocation des ressources dans le secteur du handicap. Autrement dit, de s'inscrire désormais dans une logique de parcours pour chaque usager, pour chaque personne accompagnée, avec en face une réforme tarifaire importante qu'on va un petit peu développer après. Quelles sont les structures concernées? Ce sont les structures donc, qui interviennent dans l'accompagnement dans l'enfance, financement ARS, on vous livre ici des exemples, IME, ITEP, CESAD, les CAMPS et les CMPP. Pourquoi on vous parle de ça? Parce qu'en fait, à partir du 1er janvier 2026, on va parler d'année blanche, d'année test, d'année de simulation, puisqu'on va simuler quelque part les effets de la réforme. Ça a été inscrit dans la loi de financement de la sécurité sociale qui est venue modifier le code de l'action sociale et des familles pour intégrer cette réforme tarifaire, donc ce qui est un point important, une évolution réglementaire. Sur les nouvelles modalités de financement, dans les grandes lignes, ce qu'il faut retenir et ce qui change tout quand même, c'est que un établissement, donc on prend l'exemple d'un IME, un IME jusqu'à présent avait par exemple signé un CEPOM, était en dotation globale, devait rendre compte sur son niveau d'activité. Désormais, avec la réforme Séraphin, ce même établissement se verra proposer une dotation socle donc, qui sera calculée en fonction de l'accompagnement, évidemment, de la catégorie de l'établissement, de sa capacité d'accueil, c'est-à-dire de son volume d'activité. L'idée étant de cette dotation socle, de financer les dépenses courantes de la structure. Il y aura un deuxième volet dans le financement qui sera lui basé sur les besoins des usagers et sur l'intensité de l'accompagnement, avec qui dépendra, alors on l'écrit ici, du niveau d'autonomie, par exemple de situation critique, d'accompagnement très particulier. Et donc il y aura un financement complémentaire qui s'adaptera en fait à la typologie de l'accompagnement, mais au sens individuel. Et enfin, il y aura un financement qui sera alloué, qui sera relatif aux prestations spécifiques. Donc, on vous met ici, exemple, les transports. Si les transports sont significatifs, il y aura une dotation complémentaire plus importante. Et également dans le cas d'activités qui seraient mises en place pour les jeunes. L'année 2026, donc on l'a dit, c'est une année blanche. Il va y avoir un recueil de données avec la réalisation de simulations pour anticiper les impacts qui peuvent être vus à la hausse ou à la baisse. Donc ça, on va quelque part le découvrir. La particularité, c'est qu'il y a une période de transition qui est assez longue, puisqu'il est évoqué une durée maximale de 8 ans. Donc pour procéder à tous ces ajustements et finalement cette trajectoire un peu de la réforme, pour voir dans quelles vont être les orientations de la réforme, notamment sur le volet budgétaire et financier. Et puis enfin, une date importante à avoir en tête, c'est une mise en œuvre opérationnelle à compter du 1er janvier 2027 de la réforme. Donc pour ça que l'année 2026, c'est vraiment une année test qu'il va falloir anticiper, anticiper, je dis ça, mais on est déjà au mois de mars, qu'il va falloir en tout cas mettre en œuvre et essayer de prévoir quels vont être les effets en lien étroit avec le financeur. Alors, une deuxième partie qu'on a intitulée facturation électronique et qui est un chapitre en tant que tel et qui le mérite, en tout cas pour les structures qui sont concernées. On voulait vous rappeler quelles sont les associations, les fondations qui sont concernées par la réforme. Le point de départ, c'est de dire que je suis assujetti à la TVA, je suis concerné par le passage en facturation électronique. Ça, c'est le point de départ. Je m'inscris dans le cadre de cette réforme
avec l'obligation d'émettre de la facturation, enfin des factures électroniques, et de recevoir des factures dans un format électronique. Donc ça, c'est le point de départ. On répond ici à 3 questions qui nous ont été posées. Alors, il y en a certainement d'autres, mais en tout cas, ces 3 cas assez intéressants. Une association sanitaire et médico-sociale qui gère notamment 2 ESAT qui ont opté à la TVA. La question étant, l'ensemble de mes 18 établissements ne sont pas assujettis à la TVA. Voilà, je n'ai que finalement 2 établissements qui ont opté à la TVA. Qui est concerné dans tout ça? Est-ce que c'est que mes 2 établissements? Est-ce que je ne suis pas concerné? C'est bien l'ensemble de l'association ici qui est soumis à la réforme de la facturation électronique. Soumis au sens à réception, c'est bien l'ensemble de mes factures fournisseurs où je vais devoir mettre en place un dispositif pour accueillir ces fameuses données, puisque c'est facturation électronique, c'est de la donnée, donc je vais devoir accueillir dans mon système d'information, donc je vais devoir le faire évoluer, même si ça ne concerne que 2 ESAT, c'est bien l'ensemble de mes structures qui vont devoir accueillir ces nouvelles données électroniques. Et en émission, évidemment, ne seront concernés que mes 2 ESAT qui vont facturer la TVA. Un autre cas de figure, lui, concerne les fameuses livraisons à soi-même. Pour ceux qui connaissent livraison à soi-même, c'est un dispositif fiscal qui permet de bénéficier d'un taux réduit de TVA de 5,5 au lieu de 20 dans certains cas de construction d'un bâtiment. Donc sont concernés les foyers, par exemple. Alors, il y en a d'autres, les maisons d'accueil spécialisées, les femmes, etc. C'est une grande particularité puisque pendant la construction de ce bâtiment, je vais déclarer la TVA donc, sur l'ensemble de mes factures, de mes fournisseurs d'immobilisation. Je vais déduire, collecter la TVA et à la fin, par un dispositif d'auto-liquidation, je vais déclarer une TVA à 5,5 sur laquelle que je vais appliquer à l'ensemble de ma construction. Et donc la particularité, c'est que pendant la durée de la construction, je serai soumis à cette réforme de la facturation électronique. Puisqu'en fait, je serai identifié dans l'annuaire dont on va parler juste après, donc je serai identifié par les services des impôts, et donc je rentre dans le giron de l'administration fiscale. Le 3e point qu'on souhaitait aborder, c'était l'hypothèse où effectivement j'avais par le passé une activité commerciale, j'ai été assujetti à la TVA, activité commerciale que j'ai totalement arrêtée, mais je dispose toujours d'un numéro de TVA auprès du service des impôts. Suis-je assujetti à la TVA? Alors, je ne suis pas assujetti à la TVA. Néanmoins, je suis concerné par la réforme puisque je vais être identifié dans l'annuaire et donc par l'administration fiscale qui va me demander de mettre en place une plateforme agréée. Donc quelque part, ça ne s'applique pas, mais comme je suis identifié comme tel par l'administration fiscale, ce qu'on vous conseille, c'est d'anticiper la demande de radiation pour sortir de ce fameux annuaire. Sinon, vous risquez d'avoir en tout cas des questions et peut-être une obligation, on ne sait pas, on va le découvrir à partir de septembre, de mise en place de cette facturation électronique. Alors on rappelle ici un petit calendrier, donc le calendrier de la réforme, il s'applique, donc ici on est bien d'accord, on parle des structures qui sont assujetties à la TVA et qui sont concernées par la réforme comme on vient de l'évoquer. Donc une entité qui a plus de 250 salariés, donc entité, association ou fondation, des financements supérieurs à 50 millions d'euros, un bilan supérieur à 43 millions d'euros. Donc pour ces entités qu'on appelle de taille intermédiaire, les fameuses ETI, eh bien, en émission et en réception, la réforme s'applique dès septembre 2026.
En revanche, si je suis en deçà de ces seuils, en réception de factures d'achat, la réforme s'applique à partir de septembre 2026 et en émission de facture, elle s'appliquera 1 an plus tard. Donc là, ça se fera en 2 temps. Donc en fonction de la taille de l'entité, soit je démarre en septembre 2026, facturation client et achat fournisseur, je m'inscris déjà dans la réforme, si je dépasse les seuils. Si je suis en dessous de ces seuils, en réception, je démarre en septembre 2026 et en émission 1 an plus tard. Alors, qu'est-ce qui change au fond de cette réforme? C'est que par le passé, on recevait des factures, alors par mail, des factures sur un portail qu'on devait télécharger, des factures papier. Donc, on ne parlait pas de données. Désormais, on va parler d'échange de données. Donc, c'est vraiment de la data. Le terme facturation électronique peut porter à confusion, puisque en fait, ces données peuvent être transcrites dans un format de facture qui ressemble à un PDF, mais le fond, ce sont surtout des informations qui répondent à une nomenclature obligatoire qui va s'inscrire dans le cadre d'une directive européenne pour uniformiser finalement les données de facturation à l'échelle européenne. Donc moi, en tant qu'assujetti à la TVA, on l'a dit, je dois faire appel à une plateforme agréée. Donc c'est une plateforme immatriculée par l'administration fiscale pour une durée de 3 ans. On vous indique ici que fin janvier, les derniers chiffres qu'on avait, c'est qu'il y avait 101 plateformes qui étaient déjà immatriculées de manière définitive, 25 qui étaient immatriculées avec certains ajustements à mener. Ces plateformes, lorsque vous devez recourir à une de ces plateformes, elles ont plusieurs rôles. C'est un rôle d'intermédiaire pour pouvoir émettre, transmettre, réceptionner de la donnée, donc ces fameuses factures électroniques, et se rapprocher de l'administration fiscale pour transmettre ces données de facturation via des extractions, donc transmettre des données de transaction et de paiement. Donc il y a une forme de plateforme donc, qui est habilitée à recueillir des données, à jouer le rôle d'intermédiaire vis-à-vis de l'administration entre les acteurs assujettis et l'administration fiscale. Alors un point important, on l'a évoqué tout à l'heure entre les lignes, c'est le fameux annuaire central de facturation électronique qui va recenser en fait tous les assujettis à la TVA. Donc on vous donne ici le lien sur le support. Et donc, qui sont donc toutes les entités qui sont tenues d'émettre et de recevoir des factures électroniques et donc qui sont dans l'obligation de désigner des plateformes agréées. Alors, la réception des factures fournisseurs, donc comment ça se passe? Alors, je suis une association non assujettie à la TVA. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Et dans ce cas-là, en fait, je vais simplement continuer à mener mon processus comptable comme par le passé, c'est-à-dire que je vais réceptionner une facture PDF qui sera une facture électronique mais présentée dans un format PDF, donc qui m'est assez familier, ou alors un certain nombre de fournisseurs le font déjà, je serai amené à télécharger cette fameuse facture PDF sur le portail de mon fournisseur. Ce sera les deux manœuvres que j'aurai pour effectivement collecter en tout cas mes données de facturation fournisseur. Si je suis assujetti à la TVA, eh bien là, changement majeur puisque je devrais être en capacité de recevoir ces fameuses factures électroniques via la fameuse plateforme agréée à laquelle j'aurai recours. Donc si on parle d'émission de facture, là l'émission de facture, alors c'est un petit peu différent. Si je suis donc en ce qu'on appelle B2B, c'est-à-dire d'assujetti à assujetti, là je vais effectivement donc émettre une facture en utilisant une fameuse plateforme. Et si je suis assujetti à la TVA et que j'émets un non assujetti, par exemple un particulier ou une association qui n'est pas assujettie, là on parlera
d'e-reporting, et c'est moi qui vais émettre cette fois une facture PDF ou un ticket de caisse à mon client. Et donc, l'ensemble de ces données sont transmises à l'administration par l'intermédiaire de la plateforme agréée, mais donc dans un autre format. C'est pour ça qu'on parle de e-invoicing, c'est bien la facture électronique, et e-reporting, là je suis d'un assujetti vers un non assujetti. Donc sur le format de la facturation électronique, bon, je propose de ne pas forcément rentrer dans le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est avant tout de la donnée avec un nouveau flux où des intermédiaires que sont les plateformes et un destinataire qui est l'administration fiscale vont organiser la gestion de ce flux avec un certain nombre de prérogatives et une conformité de la donnée. Sinon, il pourra y avoir des rejets de données, ce qu'on n'avait pas par le passé, puisqu'avant, on pouvait accueillir une facture fournisseur qui n'était peut-être pas parfaitement conforme. Ça posait de problème à personne. Désormais, si un des champs n'est pas conforme, la facture peut être rejetée. Donc, les étapes clés du passage à la facturation électronique, on vous rappelle, alors ce sont les grandes étapes. Donc, il y a un inventaire des flux d'achat et de vente. Donc, il faut répertorier la nature même effectivement de ces flux d'achat et de vente. Donc, il faut rentrer un peu dans le cœur des opérations comptables de la structure. Recenser les outils et applications déjà utilisés. Exemple, est-ce que mon éditeur s'est inscrit lui-même dans le cadre de la plateforme agréée ou pas? Voilà, il faut savoir qu'on peut faire appel à plusieurs plateformes pour mener des devis, que certaines ne répondent pas puisqu'il y a une sorte de goulot d'étranglement en ce moment, il y a beaucoup de demandes. Donc on vous invite en tout cas à tenter peut-être voilà, de recourir à plusieurs prestataires. Analyse et qualité des bases de données clients, bah là, il faut quand même avoir une qualité d'information assez fournie dont disposent normalement les entités, mais qu'il faut effectivement confirmer. On vous a mis un certain nombre d'éléments, les adresses postales, raison sociale, numéro de SIRET, numéro de TVA, etc. Analyser les mentions obligatoires des données de facturation donc imposées par cette fameuse directive européenne, et puis lister les cas d'usage, puisque au quotidien, il peut y avoir les cas particuliers des frais de collaborateurs, comment ça se passe, les notes de restaurant, pareil, effectivement, comment ça se passe. Voilà, en tout cas, sachez que donc chez PKF Arcilon, nous disposons nous-mêmes de notre plateforme électronique via PennyLane, qui est un outil qui est assez performant. Et voilà, donc si vous aviez des questions à la fois pour un diagnostic, un état des lieux, mais aussi questionnement sur un passage sur PennyLane qui est voilà, un outil qui marche assez bien, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous via les contacts qui sont à la fin du support. Un dernier point rapide avant de laisser la parole à Céline pour le volet social. Je voulais vous faire part d'une actualité juridique qui fait suite en fait à une évolution alors qui est un peu passée sous les radars, qui est un nouveau régime de responsabilité financière qui a été mis en place depuis 2023 et qui dit que ce nouveau régime de responsabilité financière, il s'applique au secteur public, mais aussi à toutes les entités qui bénéficient de financement public. Cette mise en responsabilité, alors des dirigeants, parce que c'est de ça dont on parle, elle est prévue donc dans un article du Code des juridictions financières. On vous présente ici un extrait. Donc tout justiciable, c'est-à-dire tout dirigeant d'un organisme qui bénéficie par exemple qui bénéficierait de fonds publics, est passible de l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article L131-16. On verra effectivement un peu après cette notion d'amende, mais est passible en tout cas d'une amende lorsqu'il engage une dépense sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet. Autrement dit, moi dirigeant, alors ça rejoint un peu la notion
de bénéficiaires effectifs qu'on a vu en première partie. Moi, dirigeant, si en effet j'engage une dépense ou un investissement, parce qu'on peut considérer les deux, sans en avoir la délégation au sens juridique, j'encours le risque de supporter une amende. Alors, ça, c'est ce qu'il y a sur le papier. Le problème, c'est qu'il y a eu en effet des contrôles de la Cour des comptes et des dirigeants ont été sanctionnés puisqu'ils se sont vus ils se sont vus être condamnés à des amendes puisque cette délégation n'était pas respectée. Brièvement, le sujet qu'on vous présente concerne une fondation. Donc un conseil d'administration de cette fondation donc, avait délégué au bureau de la fondation sa compétence pour valider des acquisitions immobilières d'un montant inférieur à 1 million d'euros. Sujet finalement assez commun qui peut aussi concerner les associations. Or, la Cour des comptes, à l'occasion du contrôle qu'elle a mené de cette fondation, a constaté que 2 acquisitions de biens immobiliers, donc pour des montants respectifs de 280 000 € et 786 920 €, avaient été réalisées à la seule initiative de la présidente, sans qu'il n'y ait de consultation auprès des organes compétents. Autrement dit, la présidente chez le notaire donc a signé les actes de vente, en tout cas le formalisme ne démontrait pas que ni le bureau de la fondation, ni le conseil d'administration avaient été associés à ces acquisitions. Et donc la Cour des comptes a considéré qu'il y avait irrégularité et a condamné la présidente de la fondation à verser 1 500 € d'amende. Sur le fond, dans cette fondation, tout le monde était d'accord pour acquérir ces biens immobiliers, comme en témoigne d'ailleurs la délibération du conseil d'administration datée du 8 avril 2024, qui a déclaré avoir été parfaitement informé des opérations et que le conseil d'administration d'ailleurs manifestait son soutien à la présidente dans le cadre de ces décisions. En fait, on est vraiment sur une problématique, non pas du tout de détournement ou de désaccord en interne, on n'est pas là-dessus, tout le monde était d'accord, c'est dans l'intérêt, de la fondation, c'est dans son quelque part dans son objet social, mais le formalisme et cette délégation de pouvoir n'avaient pas été respectés et la conséquence a été très concrète puisque la présidente a dû verser 1 500 € en nom propre. Lors de ce même contrôle, il a été également relevé que le directeur de la fondation, qui avait signé un certain nombre de marchés de travaux, donc il en avait signé 28 pour un montant d'un peu plus de 347 000 € sur une période assez longue de 3 ans, 2017, 2018, 2019. Si on regarde dans le détail, la moyenne de ces travaux devait avoisiner peut-être 12 000 €, donc finalement c'est assez commun, avec des travaux voilà, dans plusieurs établissements bien sûr. Néanmoins, ce qu'a relevé la Cour des comptes, c'est que les statuts et le règlement intérieur prévoyaient que le directeur aurait pu engager ses dépenses sur délégation de la présidente et après autorisation du conseil d'administration. Le seul problème, c'est que le directeur a bien reçu la délégation de la présidente, qui était datée du 18 septembre 2017, mais que cette délégation n'avait pas été approuvée par une décision du conseil d'administration. Et donc, même conséquence, absence de formalisme juridique, même conséquence, le directeur de la fondation a été condamné en nom propre à verser 1 000 €. Donc sur le fond, on vous invite, alors aussi au travers de ce qu'on s'est dit sur la déclaration, enfin le suivi en tout cas des bénéficiaires effectifs, à mettre en place
à mettre en place un suivi particulièrement rigoureux, notamment des bénéficiaires effectifs, mais aussi à travers ces décisions rendues par la Cour des comptes, des délégations de pouvoir qui sont accordées et de leur application. Autrement dit, en fonction des investissements qui sont consentis, de bien vérifier à ce qu'ils s'inscrivent dans les cadres des délégations qui sont autorisées par un conseil d'administration ou un bureau ou via une présidence, etc. Puisque les sanctions désormais sont très concrètes. Un deuxième point pour conclure sur le juridique, ça concerne les prêts et conventions de trésorerie entre organismes à but non lucratif. On en avait déjà parlé, mais là, il y a une petite nouveauté en 2025, puisque le cadre réglementaire a fourni un certain nombre de précisions qui permet de déroger au monopole bancaire pour permettre à des associations de consentir des prêts, donc des prêts qui sont principalement de deux natures, prêts de trésorerie, c'est-à-dire une association va centraliser la trésorerie d'autres associations pour permettre peut-être de bénéficier de meilleures conditions de placement, de rémunération financière. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, c'est de consentir, une association consent un prêt, plutôt dans le cadre d'un investissement, donc on va voir plutôt sur le moyen terme, et donc de contractualiser ça via, comme comment dirais-je, comme une convention de prêt en fait, hein, avec une durée de remboursement du prêt, des conditions de taux, un formalisme juridique, on vient d'en parler, important, où chaque conseil d'administration, assemblée générale a donné effectivement son accord. Voilà, donc ça, ce sont les deux possibilités qui s'offrent désormais aux organismes sans but lucratifs. Malheureusement, il y a aussi un certain nombre de conditions, comme c'est souvent le cas. C'était un peu trop parfait pour être vrai, pas forcément pour être vrai, mais en tout cas pour s'appliquer de manière simple. On va voir qu'il y a certaines conditions qui peuvent, dans certains cas, justement coincer. Activité accessoire, il faut que le prêt accordé, en tout cas chez le prêteur, doivent rester accessoires. Autrement dit, moi, association, je dispose de, je ne sais pas, 10 millions d'euros de trésorerie. Ce dispositif ne doit pas me conduire à prêter, je ne sais pas, les trois quarts de ma trésorerie ou 90% de ma trésorerie. Le terme accessoire, généralement, alors on n'a pas les chiffres, mais on peut considérer que jusqu'à 20% de la trésorerie, ça reste accessoire. Ensuite, contrat formalisé, on l'a dit, ça, c'est un contrat, une convention de prêt, donc c'est assez classique. Attestation du commissaire aux comptes ou de l'expert comptable. En fin d'exercice, effectivement, le commissaire aux comptes ou l'expert comptable atteste de manière indépendante le montant des prêts qui ont été consentis. Voilà, donc ça, c'est une obligation. Donc ensuite, le prêt, notamment chez l'emprunteur, ne doit pas conduire à une forme de dépendance financière aiguë. Ça rejoint la première condition liée à cette activité accessoire chez le prêteur. Elle est aussi valable chez l'emprunteur. Là où ça peut coincer, c'est la durée maximale de 5 ans, puisque si on s'inscrit dans le cadre d'un investissement, bon, par nature, un investissement sur 5 ans, c'est plutôt un délai qui est assez court. Donc, ça peut être une vraie contrainte. Les taux plafonnés, effectivement, ça, c'est assez classique. Donc, on vous a mis ici le taux 3,61% à fin décembre 2025. C'est le maximum, mais ça peut naturellement être moins. Et puis enfin, un plafond annuel de 50%, c'est-à-dire que la trésorerie, donc le total des prêts consentis par exercice ne peut excéder 50% de la trésorerie nette disponible à l'ouverture de l'exercice. Donc ça peut fluctuer par la suite, mais en tout cas, il y a ce plafond qui est prévu par les textes. Voilà. À présent, je laisse la parole à Céline. Pas tout à fait, on a quelques questions.
Ah, pardon. Présentation comptable, notamment sur la facturation électronique. Est-ce que CJ est interopérable avec des outils de dématérialisation? Alors moi, je vais être assez modeste sur la facturation électronique. Ce que je vous propose, c'est peut-être que vous laissiez, si vous en êtes d'accord, votre adresse, vous nous transmettiez en message privé votre adresse mail afin que on vous apporte une réponse claire, puisqu'on a des experts en facturation électronique et je préfère là-dessus rester assez prudent. Donc je botte en touche, mais c'est pour mieux vous répondre par la suite. Alors, concernant la partie actualité sociale, donc une actualité assez dense en 2025 et ça se poursuivra également sur l'année 2026. Alors, on a eu un décret en fait au mois de février 2025 relatif aux avantages en nature et plus particulièrement aux modalités de calcul de l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature véhicule. Donc, c'est lorsqu'un salarié se voit attribuer un véhicule de fonction, les modalités d'évaluation possibles sont soit au réel, donc là, pas d'impact avec cette réforme, soit au forfait, qui est le plus facile finalement à calculer. Donc, ce qu'il faut retenir, et vous aurez le détail des taux dans la présentation qui vous sera envoyée, c'est que cette évaluation forfaitaire, en fait, augmente globalement de près de 67%. Quelles que soient les modalités de prise en charge du carburant ou pas, et l'âge du véhicule. Et ça concerne en fait les véhicules de fonction, alors non pas acquis, mais mis à disposition du salarié concerné à compter du 1er février 2025. Alors, afin de pallier en fait ces effets fort coûteux pour les employeurs, l'abattement sur les véhicules électriques a été révisé avec une contrainte non négligeable, puisque pour bénéficier de cet abattement, donc pour les véhicules électriques mis à disposition à compter du 1er février 2025, eh bien, le véhicule doit répondre à un éco-score environnemental de 60 points. Alors, pas de panique, pour savoir si le véhicule en question entre bien dans les critères de l'éco-score de 60 points, il y a un site gratuit. Je pourrais vous envoyer le lien via le service public qui permet d'identifier si son véhicule est éligible. L'abattement est donc porté à 70% du montant de l'avantage en nature évalué donc selon ces nouvelles modalités, avec un plafond de 4 582 € par an. Et cet abattement est en place jusqu'au 31 décembre 2027. Pour les véhicules acquis, mis à disposition au plus tard au 31 janvier 2025, c'est l'ancien abattement qui s'applique, qui est toujours en vigueur, les 50% dans la limite de 2 000 € et 30 centimes. Et là, pour le coup, il n'y a pas de condition d'éco-score à contrôler. Alors, sur le volet cotisation sociale, il y a donc ça a été mis en place par la loi de finances de la sécurité sociale pour 2025. Et c'est une nouvelle cotisation qui s'appelle le versement mobilité rurale, donc qui sert à financer la mobilité dans les régions en fait régionales et rurales, pardon, donc qui sert à financer la mobilité dans les régions rurales. Il a donc été étendu au 1er janvier 2026 à toutes les régions de France. Mais à noter que les fondations et les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif et dont l'activité est de caractère social peuvent être exonérées de cette contribution après avoir effectué une démarche auprès de l'autorité organisatrice de la mobilité. Enfin, sur le volet cotisation sociale, on a une réforme qui est entamée depuis la loi de finances 2025 et qui se fait en 2 temps, donc sur l'année passée et sur l'année actuelle, et qui concerne en fait la réduction générale des cotisations sociales avec la volonté de regrouper les différents dispositifs qui s'appliquaient en la matière dans un seul dispositif unique.
Donc en 2025, on a eu une baisse des plafonds d'éligibilité au taux de cotisation réduit pour l'assurance maladie et les allocations familiales. En 2026, on a le deuxième effet de cette réforme, mais qui a été votée en fait pendant la loi de finances pour 2025, qui concerne en fait la réduction générale des cotisations qui, jusqu'à présent, concernait les rémunérations inférieures à 1,6 SMIC. Désormais, elle est dégressive et va jusqu'à 3 SMIC. Également, depuis 2025, pour les employeurs qui versent des primes de partage de la valeur, eh bien, ces primes restent exonérées de cotisations sociales. En revanche, elles sont intégrées dans la rémunération de référence pour le calcul du coefficient de l'allègement de cotisations sociales et également dans la rémunération sur laquelle s'applique ce fameux coefficient. Et même lorsque les dites primes sont affectées à un plan d'épargne salariale. Alors, juste pour compléter sur la réduction générale, donc elle produit un effet jusqu'à 3 SMIC. Et donc, selon les situations et les niveaux de rémunération, l'employeur peut être gagnant en termes d'allègement de cotisation ou perdant. En principe, ça représente quand même un certain gain lorsque la rémunération avoisine les 2 SMIC. Alors, on a également pas mal de coûts de rabot en fait concernant les aides à l'apprentissage. La première, c'était au mois de juillet 2025, puisque a été décidée la mise en place d'un reste à charge de 750 € pour l'employeur, au niveau de la formation en fait de l'apprenti. Donc les OPCO ne prennent plus le coût intégral de la formation. Ça concerne uniquement les formations à partir du niveau Bac+3. Et la somme est facturée par le CFA au terme de la période probatoire de 45 jours. Donc, il y a des adaptations qui sont prévues en cas de rupture du contrat d'apprentissage après la période probatoire ou avant la période probatoire, et également en cas de changement de CFA ou de formation en cours de contrat d'apprentissage, afin de justement que l'employeur ne paye pas 2 fois cette participation. Alors, s'agissant de l'intérim, on sait que le secteur sanitaire et social est gourmand en intérim pour des questions en fait évidentes de manque de personnel et surtout la nécessité de remplacer du personnel absent. Il y a un décret du 2 juillet qui est venu poser le principe en fait d'une possibilité de plafonner les dépenses d'intérim. Donc, la règle est la suivante, c'est que si le coût d'une mise à disposition d'un personnel par une entreprise de travail temporaire est supérieur d'au moins 60% du coût de l'emploi d'un professionnel permanent, eh bien, un plafonnement des dépenses est susceptible d'être appliqué. Donc, c'est l'autorité de tarification et de financement qui pourra décider de ce plafonnement des dépenses. Il y a énormément de garde-fous dans le cadre de cette réforme, parce que avant de décider de plafonner les dépenses, il y a une analyse en fait qui devra être faite sur 2 ans et ils devront tenir compte en fait du contexte, difficultés de recrutement et du secteur géographique. Ce n'est pas un couperet qui va être décidé juste parce qu'il y a un coût important au niveau des dépenses d'intérim. Et donc, ces dispositions s'appliquent depuis les contrats signés au 1er juillet 2025. Ensuite, il y a une règle mise en place depuis le 1er juillet 2024 pour le personnel non médical et depuis le 1er décembre 2025, donc par décret pour le personnel médical, qui concerne la durée minimale d'exercice. C'est-à-dire que lorsque le personnel concerné, et ça concerne également les moniteurs éducateurs, obtient son diplôme, eh bien, il va devoir exercer pendant au moins 2 ans dans une structure avant de pouvoir faire de l'intérim. Alors pourquoi? Pour 2 raisons. 1, effectivement, pour limiter le coût de l'intérim. 2, pour s'assurer d'une formation pratique plus approfondie par rapport au travail en intérim, du fait que la personne est dans une structure avec du personnel stable. Et enfin, effectivement, pour limiter, comme je disais, le cours de l'intérim,
c'est l'agence d'intérim, l'entreprise d'intérim qui va devoir contrôler le respect de cette condition minimale d'exercice. Et l'employeur médico-social, l'établissement médico-social devra bien s'assurer d'avoir une attestation en fait de l'association ou de l'entreprise de travail temporaire confirmant que cette durée minimale d'exercice préalable est bien remplie. Et peut-être un point sur les sanctions encourues. Oui, effectivement, il y a des sanctions encourues qui peuvent aller jusqu'à 100 000 euros des financements et 5%, donc selon s'il y a du chiffre d'affaires ou pas, pour la structure et qui seront donc délivrés par l'ARS. Donc, ils ne respecteraient pas ce critère de durée minimale. Exactement. Alors, on a une poursuite de la réforme relative au statut des travailleurs des ESAT. Donc, en fait, ce sont deux décrets du 25 août 2025 qui ont été pris en application de la loi qui avait été votée en 2023. Donc, pour résumer, clairement, les travailleurs des ESAT, on assimile de plus en plus en fait leur statut aux travailleurs salariés en milieu ordinaire, classique. Donc, ce que précisent ces décrets, c'est que la période d'essai sera limitée à 3 mois et donc renouvelable et prorogeable en cas d'absence du travailleur. Également, il y aura une acquisition, comme pour les salariés ordinaires, de congés payés de 2,5 jours par mois, avec la prise en compte de la loi DADU en fait, de 2024, dont on a beaucoup parlé concernant la maladie et l'acquisition de congés payés durant cette période. Il y a également la prise en compte des heures complémentaires dans le calcul total des heures effectuées par le travailleur au sein de l'ESAT en cas de cumul d'activités à temps partiel en milieu ordinaire. L'augmentation du plafond de la prime d'intéressement issue de l'excédent d'exploitation de l'ESAT, donc elle passe de 10 à 50% du montant total annuel de la part de rémunération garantie directement financée par l'ESAT au cours de l'exercice au titre duquel l'excédent d'exploitation est constaté. Bon, c'est un dispositif comme un dispositif d'intéressement en fait pour les ESAT. L'obligation de prévoir une couverture collective de frais de santé pour les travailleurs des ESAT et une partie en fait de cette couverture de frais de santé sera financée par l'État. Et le décret prévoit également des possibilités de dispense d'adhésion pour les travailleurs de l'ESAT. Alors, une autre partie de ce décret, en fait, concerne également l'instance représentative au sein de l'ESAT. L'idée était de créer une instance pour représenter les travailleurs de l'ESAT et qui se rapproche un petit peu du comité social et économique qu'on connaît en milieu ordinaire. Donc, le président pourra être un représentant des travailleurs handicapés ou des salariés. Les représentants des salariés seront désignés donc par le directeur de l'ESAT pour une période de 3 ans renouvelable. Donc, ce n'est pas un système d'élection, mais une désignation. Et parmi ces représentants, au moins une personne devra avoir bénéficié d'une formation spécifique sur les différents types de handicap et sur les premiers secours en santé mentale. Donc, l'instance pourra comporter des membres suppléants. Elle aura la possibilité d'inviter des experts et surtout, elle aura une représentation au sein du CSE, c'est-à-dire qu'un membre de cette instance participera au CSE de l'ESAT ou de l'association qui porte l'ESAT. Pour conclure sur les travailleurs des ESAT, une autre partie de la réforme concerne également les mesures d'accompagnement dans l'emploi en milieu ordinaire. S'agissant de la fusion des conventions collectives, il s'agit clairement d'un point d'étape parce que malheureusement, les négociations sont un peu à l'arrêt et n'ont pas pu avancer. Le principal point de désaccord entre les partenaires sociaux porte sur les rémunérations. Donc, pour résumer, les syndicats souhaitent, donc syndicats salariés, et soutiennent que la nouvelle convention collective doit s'appuyer sur les avantages donc, des CCN 66 et 51. Et les salariés, donc, l'idée étant de permettre aux salariés concernés de meilleures protections sociales et de meilleurs avantages.
et in fine, bien entendu, de rendre le secteur davantage attractif. Ce que demandent les syndicats des salariés, c'est essentiellement la préservation des congés supplémentaires, la conservation des primes, ainsi que bien évidemment tous les autres avantages dont ils bénéficient au titre des 2 conventions collectives. L'idée étant d'avoir pour eux un nivellement par le haut plutôt que par le bas. Alors, on a eu un accord national interprofessionnel concernant l'emploi des salariés expérimentés. Et cet accord donc, date de novembre 24 et il a été finalement assez rapidement traduit dans une loi promulguée le 24 octobre 2025. Donc, les principales mesures en fait, de cette loi concernent tout d'abord l'entretien professionnel qui change de nom et de périodicité, devenant un entretien de parcours professionnel, donc à réaliser dans l'année qui suit l'embauche, au retour de certaines absences et à certaines échéances, notamment à 45 ans et dans les 2 années précédant le 60e anniversaire du salarié, et une échéance donc tous les 4 ans, puis tous les 8 ans. Terminer l'entretien professionnel, il laisse place à cet entretien de parcours professionnel. Il y a également la création de la période de reconversion professionnelle qui pourra s'effectuer donc dans le cadre d'une mobilité interne pour tester en fait un autre métier afin de changer, de se reconvertir professionnellement, ou dans le cadre d'une mobilité externe avec des outils tels qu'un contrat à durée déterminée pour lequel un nouveau motif en fait a été créé dans le Code du travail. Et alors, très, très récemment, le ministère du Travail est venu apporter des précisions sur cette période de reconversion professionnelle avec la mise en place, en fait, d'un question-réponse très détaillé sur le sujet. Donc, point d'attention sur les comptes pour ceux qui avaient des provisions, notamment liées à ces entretiens professionnels. Compte tenu de cette évolution, il y a probablement des reprises de provisions à envisager. Oui. Alors, sur le sujet, effectivement, la nouvelle périodicité s'applique dès la promulgation de la loi. Donc effectivement, des personnes qui potentiellement devaient peut-être avoir un entretien cette année ne l'auront que l'année prochaine ou dans 2 ans. Alors, cette loi crée également une expérimentation de 5 ans qui concerne, donc, qui s'appelle le CDI de valorisation de l'expérience. L'idée étant de favoriser la mise à la retraite des salariés plus âgés. Donc, c'est lorsque une structure décide d'embaucher un demandeur d'emploi d'au moins 60 ans et qui ne bénéficie pas de la retraite à taux plein, eh bien, l'employeur en fait aura possibilité de mettre à la retraite plus facilement et d'office en fait lorsque la personne aura atteint l'âge légal lui permettant d'avoir la retraite à taux plein. Donc sur ce point, le décret d'application est en attente. Il y a également la possibilité d'aménager la fin de carrière par accord collectif. L'idée étant en fait de créer, alors c'est pas la retraite progressive, c'est le temps partiel de fin de carrière, en permettant aux salariés concernés de financer la baisse de rémunération liée à la réduction de son temps de travail via son indemnité de départ volontaire en retraite. Et enfin, il y a 2 mesures qui concernent la retraite progressive. Alors la première, c'est un décret qui a été pris en avance de phase par rapport à la loi, puisqu'il a été pris en application de l'ANI qui a donné naissance à cette loi, et puisque depuis le 1er septembre 2025, l'âge d'accès à la retraite progressive a été abaissé de 2 ans. Donc c'est désormais 60 ans. Et également, donc, la loi sur les travailleurs expérimentés impose désormais à l'employeur de justifier le refus en fait de répondre favorablement à une demande de départ en retraite progressive. Et ce refus, en fait, il est encadré puisque l'employeur devra prendre en compte les conséquences de cette réduction d'activité sur la continuité de l'activité de la structure ou du service, ainsi que les éventuelles tensions de recrutement si celui-ci s'avère nécessaire pour du coup remplacer le salarié qui bascule en fait en retraite progressive. Allez, quelques jurisprudences. Quelques jurisprudences marquantes.
Effectivement, donc on a eu deux arrêts, donc le premier en septembre 2025 et le deuxième en janvier 2026, mais le principe a été posé en fait dans celui de septembre 2025 qui concerne l'impact des congés payés sur le décompte des heures supplémentaires. Alors, il s'agit d'un revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation qui est même venue, comme elle l'a déjà fait d'ailleurs précédemment, écarter les dispositions du Code du travail puisque désormais les périodes de congés payés doivent être prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires lorsqu'un salarié a été partiellement en congé sur la semaine. C'est une évolution qui vise à mettre en conformité le droit français avec le droit de l'Union européenne. Le principe étant, selon la CJUE, donc Cour de justice de l'Union européenne, que le salarié doit être placé pendant ses congés dans une situation comparable à celle du travail, notamment sur le plan de la rémunération, puisqu'à défaut, cela pourrait dissuader un salarié d'exercer son droit à congé annuel compte tenu d'un désavantage financier même différé. Donc, juste pour préciser, en fait, c'est le cas du salarié qui serait en congé payé le lundi et le mardi et qui travaillerait ensuite mercredi, jeudi, vendredi. Et sur ces journées, au lieu de faire des journées de 7 heures, effectuerait des journées de 8 heures. Donc, ça générerait 3 heures en plus qui, jusqu'à présent, n'étaient pas considérées comme des heures supplémentaires, puisque dans la mesure où il avait été en congé 2 jours, et ben 3 fois 8, ça fait 24. Et donc, pour le coup, il n'avait eu que 24 heures de travail effectif. Et donc, ces heures-là ne bénéficiaient pas de majoration pour heures supplémentaires puisqu'on ne dépasse pas les 35 heures de travail effectif. Avec cette fameuse jurisprudence, si on considère que les journées de congés payés sont assimilées à 7 heures de travail effectif, eh bien, lorsque le salarié effectue 1 heure de plus sur les 3 derniers jours de la semaine, donc ça fait 3 heures qui devront être majorées, alors que jusqu'à présent, elles étaient bien payées, mais sans la majoration. Donc, l'arrêt du mois de janvier 2026, qui n'est pas repris là dans la présentation, vient expliquer la même chose, sauf qu'on était dans le cadre d'un décompte non pas à la semaine, mais sur un cycle de 2 semaines. Et bien, c'est la même règle qui s'applique lorsqu'on est sur un cycle supérieur à la semaine. Enfin, en matière de jurisprudence marquante, un arrêt du 26 mars 2025 concernant l'emploi réglementé. Donc, une salariée a été licenciée pour faute grave car elle n'était pas titulaire du diplôme requis. Donc, en l'occurrence, ça concernait une pharmacie et la salariée n'avait pas le diplôme de préparatrice en pharmacie. Donc, l'employeur, découvrant qu'elle n'avait pas son diplôme, la licencie pour faute grave. Alors, la Cour de cassation est venue casser cet arrêt en disant que non, elle ne peut pas être licenciée pour faute grave, que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse, parce que c'est à l'employeur ne peut invoquer une réglementation à laquelle il a lui-même contrevenu, puisqu'en fait, cet employeur a été négligent dans la mesure où il n'a pas contrôlé que la salariée était bien titulaire de son diplôme de préparatrice en pharmacie. Dans le cas d'espèce, si on relit l'effet de l'arrêt, en fait, on peut aller un petit peu plus loin parce que l'employeur en question, lui, il avait racheté la pharmacie et donc la salariée avait été automatiquement transférée au moment du rachat. Donc j'imagine qu'il avait supposé que l'employeur initial avait bien contrôlé que la personne avait son diplôme. Et c'est lors d'un contrôle de l'ARS qu'il a été découvert que la salariée n'avait pas le diplôme requis. Donc, tout ça pour vous rappeler de bien vérifier que les personnes embauchées ont bien le diplôme requis. La décision de la Cour de cassation n'aurait pas été la même si la salariée avait pour le coup fourni un faux diplôme, puisque là, on aurait eu effectivement une faute de la salariée. Allez, les perspectives. Alors, nos perspectives pour 2026. On a évidemment un gouvernement en quête d'économie et surtout la volonté de limiter le recours à la rupture conventionnelle. Donc, sur ce sujet, la contribution patronale qui était de 30%, donc applicable sur le montant de l'indemnité, passe à 40% au 1er janvier 2026. Ça concerne également les départs, les mises à la retraite.
On est toujours dans l'attente de la période d'emploi à prendre en compte pour l'application de ces 40%, mais à mon sens, c'est quand la rupture est intervenue à partir du 1er janvier 26. Sur ce sujet-là également, la nouvelle est tombée en tout début de semaine. Les partenaires sociaux, au niveau de l'assurance chômage, ont acté le principe de réduire de 30% la durée maximale d'indemnisation pour les départs en rupture conventionnelle, ce qui devrait donc mécaniquement réduire le volume de recours à ce dispositif. La loi de finances de la sécurité sociale prévoit également donc, de mettre en place par décret un plafonnement de la durée des arrêts maladie. Donc, ça devrait être fixé à 1 mois pour une première prescription et à 2 mois pour le renouvellement. On a toutefois quand même des nouvelles positives dans cette loi de finances, puisque on a notre gouvernement, soucieux du niveau de natalité qui est très bas en France, qui a décidé de mettre en place en fait un nouveau congé de naissance qui pourra être pris donc après le congé paternité ou maternité. Donc le dispositif va s'appliquer à partir du 1er juillet 2026 et concernera les enfants nés ou à naître depuis le 1er janvier 2026. Donc ce sera indemnisé par l'assurance maladie. La durée sera de 1 ou 2 mois, donc au choix de l'intéressé. Et l'indemnisation devrait être de 70% pour le premier mois et de 60% pour le second mois, la volonté étant de favoriser la natalité en France. Également, on a une extension de la déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires qui ne concernait que les employeurs de moins de 250 salariés. Et bien, depuis le 1er janvier 2026, cette déduction forfaitaire concerne également les employeurs de plus de 250 salariés. Donc, le montant est de 50 centimes par heure supplémentaire et de 3,50 € pour les salariés embauchés sous contrat de forfait jour pour les jours travaillés au-delà de 218 jours, donc quand on est dans le cadre des dispositifs de rachat de jours. Et également, la réforme des retraites est suspendue jusqu'en 2028. Donc, qu'est-ce que ça change? Ça concernera essentiellement les assurés qui sont nés entre 1964 et 1968, qui vont avoir un gain de 1 à 2 trimestres sur l'âge légal de départ. Et pour les assurés nés entre 1964 et 1965, ils vont avoir un gain de 1 à 2 trimestres sur la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Avant de passer au point suivant, je vais juste traiter quelques questions. Donc, alors pour l'avantage en nature véhicule, pouvez-vous me confirmer la fin du régime dérogatoire? Oui, je vais en venir sur la taxe d'apprentissage. Alors, pour l'avantage en nature véhicule, si un salarié démissionne et un autre salarié prend le véhicule de l'ancien salarié, on appliquera la nouvelle réforme ou l'ancienne car contrat validé avant. Alors non, c'est la date de mise à disposition dont il faut tenir compte. Donc si un salarié a démissionné et que le véhicule est donné à un autre salarié, donc mis à disposition à partir du 1er février 2025, eh bien, il faut appliquer les nouveaux taux en fait, pour l'évaluation forfaitaire du véhicule. Et enfin, effectivement, donc, je confirme la fin du régime dérogatoire pour la taxe d'apprentissage pour certaines organisations à but non lucratif, donc pour 2026. C'est un point qu'on évoquera, je pense, plus en détail pour l'arrêté des comptes de l'année 2026. Alors, enfin, un dernier sujet sur lequel nous avons souhaité vous sensibiliser, ça concerne l'utilité d'un système d'information des ressources humaines, un SIRH. Alors, pourquoi on a souhaité vous sensibiliser à ce sujet? Eh bien, tout simplement parce que ces outils, au même titre que la facturation électronique en matière financière et comptable, permettent tout simplement une gestion plus fiable, plus sécurisée et plus sereine de la masse salariale et du personnel. Alors, on a estimé, mais ce n'est pas nous d'ailleurs, ce sont des études de cabinets conseil, que le coût en fait, d'une gestion des temps imprécise représente 200 000 € par an lorsqu'on est dans une structure de 150 salariés avec une masse salariale de 4 millions d'euros.
Donc ça, c'est le coût en fait généré par le fait d'identifier les erreurs, de les traiter, de régulariser des salaires, des DSN, des cotisations. L'impact RH, en fait, moins de 30 à 50% de gestion de temps administratif et RH avec un SIRH. Pourquoi? Parce qu'on évite bon nombre de corrections manuelles. Ça permet de tenir compte de tous les cas d'usage et d'obtenir des payes plus fiables. Et bien entendu, effectivement, on réduit drastiquement les risques de litige. Pourquoi? Parce que les temps sont davantage tracés. Il faut savoir que le plus gros volume de litiges, en fait, devant les prud'hommes, ce n'est pas les licenciements, les contestations de licenciement, c'est clairement la durée du temps de travail et les heures supplémentaires. Donc, nous, en fait, on a la possibilité de pouvoir accompagner nos clients sur la mise en place d'un SIRH et le choix du SIRH le plus adapté à l'activité. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la gestion des temps, ce n'est pas une source de coûts supplémentaires pour une structure, mais c'est clairement une source d'économie et de sérénité. Et c'est vrai que pour rejoindre tes propos, Céline, pour l'avoir vu de près avec des plannings extrêmement complexes, notamment suivis à la main avec qui étaient des plannings raturés avec des échanges des changements de dernière minute, des éléments de variables de paye qui étaient ajustés. Bon, il y a des allers-retours, des erreurs aussi, comme tu l'évoques, qui sont assez fréquentes dans le secteur. Hein. Et chronophages pour rattraper. Chronophages, ouais. Donc, j'en ai terminé. Concernant la question de la taxe d'apprentissage, effectivement, pour les organismes à but non lucratif, n'hésitez pas à m'écrire et je vous apporterai une réponse plus détaillée et je pense qu'on abordera davantage en détail ce point à la conférence de l'année prochaine. Merci Céline. Alors, peut-être en préambule, avant de présenter le chapitre assez court sur la fiscalité, revenir sur Séraphin Péage, puisqu'en effet, il a été évoqué dans le chat que les CAMPS et les CMPP n'étaient pas concernés, et effectivement, c'est bien une coquille dans le support qu'on va corriger, et les CMPP et les CAMPS, donc tarification à l'acte, ne sont pas effectivement concernés par la réforme. Alors bon, vous avez compris, il n'est pas forcément bon d'être employeur en ce moment. L'horizon s'éclaircit un petit peu, avec la fiscalité, avec deux actualités assez différentes. La première, on l'a abordée dans le premier chapitre, ça concerne la fameuse livraison à soi-même, avec donc la possibilité de bénéficier d'un taux réduit de 5,5% au lieu de 20% sur une construction. Donc l'incidence et l'économie n'est pas anodine. Alors pourquoi on vous parle de ça? On parle de ça parce qu'en fait, il y a eu un rescrit donc, qui est paru le 9 juillet 2025, donc qui est assez récent et qui est venu définitivement confirmer le taux réduit à 5,5, ça on le savait, mais surtout le périmètre. Puisque avant ce rescrit, il y avait des incertitudes assez importantes, puisqu'on avait tendance à considérer que cette livraison à soi-même, l'assiette en fait dont peut bénéficier ce taux de 5,5, ne concernerait finalement que les locaux d'hébergement, alors que ce rescrit est venu confirmer que dedans pouvaient être intégrés, donc on l'écrit, les deux pavés en bas à droite, à la fois les parties communes, les salles collectives, les offices, etc., mais aussi les logements du personnel accompagnant. Donc on voit qu'à travers cet élargissement qui est désormais confirmé par l'administration fiscale, bien ce taux réduit produira un effet bénéfique pour les comptes des structures. Et puis on rappelle ici que ce dispositif de livraison à soi-même s'applique bien à l'ensemble des gestionnaires, qu'ils soient fiscalisés ou non. Donc, si on est dans le secteur du handicap où l'essentiel des structures ne sont pas fiscalisées, on peut bien bénéficier de ce dispositif de livraison à soi-même et donc de ce taux réduit de TVA. Voilà. Après, on vous dresse ici un peu les grandes étapes, mais je vois l'heure qui tourne, donc je vais aller assez vite. Vous aurez l'occasion de consulter, pour ceux qui sont intéressés, le dispositif, et puis de nous contacter si besoin. Ce qu'il faut retenir, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est
Donc, je rentre, je vais bénéficier d'un numéro de TVA, je vais être assujetti à la TVA, mais que pour ce projet de construction, évidemment pas pour le reste. Donc, de manière temporaire, à l'achèvement des travaux, je vais donc déclarer une TVA 5,5 sur laquelle je vais effectivement être, donc via une autodéclaration, et sur laquelle je vais être imposé et je vais économiser le différentiel des 14,5%, donc ce qui n'est pas neutre. Le deuxième point qu'on voulait aborder, qui est aussi une question qui émane du terrain, qui était des gestionnaires de structures qui nous disaient, mais je ne comprends pas, je reçois des avis d'imposition, de taxes d'habitation. J'avais compris que j'étais exonéré, mais je ne suis pas sûr. Bon, j'ai payé la taxe d'habitation qui était appelée par l'administration fiscale. Est-ce que j'ai bien fait ou pas? Donc ici, on vous rappelle que le régime antérieur jusqu'à 2024, effectivement, donc il y avait l'imposition pour les locaux meublés, donc occupés à titre privatif chez les gestionnaires sanitaires et médico-sociaux, donc qui s'imposaient à eux. Il y avait donc les bureaux locaux administratifs meublés. Voilà, ça crée une légère incertitude pour de nombreuses structures parce qu'on ne savait pas trop comment se positionner. Depuis la réforme de 2025, donc il y a la disparition de la taxe d'habitation pour les résidences principales qu'on connaît tous. Cette taxe d'habitation s'impose en revanche pour les résidences secondaires. Pour les gestionnaires sanitaires, sociaux et médico-sociaux, qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a plus de taxe d'habitation et que donc, si vous recevez un avis d'imposition, il faut bien rappeler à l'administration fiscale que vous êtes exonéré, notamment suite à cette réforme de 2025. Donc, c'est bien la fin de l'assujettissement des locaux associatifs au titre de cette taxe d'habitation. Voilà, alors à présent, je vais laisser la parole à Frédéric donc sur la durabilité, qui va nous présenter les effets vertueux de la durabilité dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Voilà, je te laisse la main, Frédéric. Merci beaucoup, Julien. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric Lange, directrice du pôle RSE, aussi bien du côté consulting qu'audit. Et on a la chance d'avoir une équipe d'une dizaine de collaborateurs experts RSE. Alors, pourquoi parler de RSE et RSO? Donc, je voudrais juste rappeler ce que RSE signifie, responsabilité sociale des entreprises. Donc, comme vous êtes une organisation, en fait, le marché parle de RSO pour organisation. Et dans mon intervention, j'utiliserai souvent RSE, mais je veux dire RSO. Voilà. Alors, c'est vraiment un levier pour sécuriser votre mission et vos financements. Parce que prendre soin des hommes, c'est déjà au cœur de votre ADN. Mais aujourd'hui, vos parties prenantes attendent vraiment une gouvernance claire, des engagements environnementaux et surtout un impact lisible et territorial. Donc, quelque part, c'est piloter autrement ce que vous faites déjà pour répondre à vos parties prenantes. Et c'est de ce fait sécuriser votre activité. Et c'est un enjeu incontournable pour les associations et les fondations, car vous êtes engagés dans des missions d'intérêt général financées par des fonds publics. Et de plus en plus, les fonds publics sont sensibles à ces enjeux RSO. Donc, vous avez l'objectif de démontrer que vous êtes une organisation stable, responsable et transparente. Donc, c'est plus vraiment un bonus, c'est un critère stratégique, hein, comme le rappelait le crédit coopératif en introduction. Et ça acte dans la confiance, ça montre de la confiance. Parce que dans votre mission sociale, que vous réduisez les risques et que vous valorisez le quotidien. Donc, juste avant de passer à la slide que montre Julien, je voulais juste montrer en fait qu'est-ce que c'est qu'un enjeu RSE. En fait, c'est tout simplement vos risques opérationnels. Et pour les associations et les fondations, vous avez essentiellement des enjeux humains,
Parce que vous avez parfois des pénuries de main-d'œuvre, une fatigue professionnelle, un turnover, un absentéisme assez grand. Donc, un exemple, c'est un enjeu humain. Vous avez aussi des enjeux réglementaires, comme la loi Ségur, le décret tertiaire, les Galim, etc. Donc, vous devez montrer que vous êtes mis en conformité et vous devez organiser vos opérations en fonction de ça. Et aussi, pour être opérationnel, vous avez besoin de financement public et vous devez aussi leur montrer comment cela rejaillit sur le territoire. Donc, c'est pour ça que vous avez un besoin accru de pilotage. Pour ce besoin accru, donc nous, on vous propose et on recommande une démarche proportionnée à la taille de votre organisation, à vos enjeux, où vous en êtes. Comme Julien l'a mentionné, on a traversé la France et on a vu différentes organisations qui étaient à différents niveaux de maturité. Et l'important, c'est de partir de là où on est. C'est pas être les meilleurs de la classe, mais c'est de se dire quels sont mes enjeux RSE aujourd'hui. Du coup, quelles sont mes priorités? Parce que je peux pas tout faire tout d'un coup. Comment mobiliser vos équipes et comment surtout les rendre lisibles dans vos engagements. Donc, nous, on propose une démarche en 5 étapes. Il y a juste une étape qui n'est pas encore mentionnée sur le chart, c'est l'étape que j'appellerais 0 de sensibilisation. Parce que peut-être à ce stade-là, il faut juste sensibiliser vos équipes. Et effectivement, il y a des ateliers, vous avez dû entendre parler ou lire de fresques du climat, fresques de la RSE, et ça peut être déjà un bon pas. Mais une fois qu'il y a eu cette sensibilisation, et que ça fait, voilà, il y a le diagnostic des enjeux. Comme je le signalais juste avant, c'est quels sont vos vrais enjeux, vous, pour votre organisation, et en mettre des priorités par rapport à vos actions. Et dans le diagnostic de maturité, c'est ça, c'est l'état des lieux, c'est l'étape 2. L'étape 3, c'est quelle est la contribution au territoire. C'est-à-dire que dans toutes les dotations que vous recevez, les aides que vous recevez, qu'est-ce que vous redonnez au territoire dans la création d'emplois, dans le fait de faire travailler des PME locales. Et ça, les pouvoirs publics sont très sensibles à cet argument. Et nous, PKF Arcelon, on a un outil et une approche assez unique sur le marché. Moi, je viens de rejoindre PKF, donc je peux le dire, je ne l'avais jamais vu avant. Et c'est un très bon outil pour mesurer exactement ce qu'on redonne au territoire. Et c'est mécanique, en fait. Ensuite, étape 4, on aide les sociétés, les organisations à définir leur feuille de route. Mais pareil, il faut sélectionner 1, 2, 3 actions, voire 5, mais il ne faut pas essayer de tout faire à la fois. Et là, définir une feuille de route, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre des actions en place, déjà avoir une politique, mettre des actions en place, mettre comment on mesure que notre action progresse, mettre un objectif, et puis être capable de, tous les ans, se dire, voilà, on a fait ça, c'est bien, comment je peux améliorer pour l'année d'après. Donc ça, c'est l'étape 4. Et l'étape 5, c'est le rapport. Alors, le rapport, ce n'est pas une fin en soi, il faut vraiment le prendre comme un outil de pilotage. Et vous pouvez décider que votre rapport, c'est juste en interne pour montrer vos progrès auprès de vos directions ou vos comités exécutifs. Ou ça peut être aussi un rapport pour le partager avec vos parties prenantes, des acteurs sélectionnés. Des banques ou tout simplement dans vos appels d'offres que vous pouvez faire. Et enfin, certaines organisations décident de le publier sur le site Internet. Et souvent, ce qu'on publie, c'est beaucoup moins que ce qu'on a en interne, ce qui est tout à fait normal et tout à fait louable, et c'est ce qu'il faut faire. Donc, prenez le rapport vraiment pas en fin en soi, on le met en étape 5, mais il faut avoir fait toutes les étapes pour décider de communiquer, parce qu'il faut réfléchir et avoir une stratégie de communication. Donc, encore une fois, on ne cherche pas la perfection, mais c'est aussi un moyen, vous voyez ce petit serpent, mais c'est un moyen d'embarquer vos équipes à différents niveaux
et de montrer qu'on progresse. Donc, on voudrait vous parler de deux choses maintenant. C'est le rapport volontaire, la VSME. Je ne sais pas, voilà. Et après, on vous parlera du bilan carbone et je conclurai. La VSME. Alors, c'est un outil, c'est un rapport volontaire. Ce rapport a des normes, c'est des normes volontaires et c'est un outil pour valoriser ce que vous faites actuellement. Ce n'est surtout pas une contrainte. Il ne faut pas que ça soit un rapport lourd, technocratique pour répondre à une réglementation, mais il y a un standard de marché. Pourquoi? Pour que tout le monde donne des informations un peu comparables. Donc, il y a une très bonne intention derrière ce rapport. C'est un cadre qui est pensé pour des organisations de plus petite taille, comme celle des associations et des fondations, ou des PME, hein, elle n'est pas spécialement pour les organisations. Mais du coup, quand vous décidez de faire un rapport volontaire, ça vous permet de structurer vos actions, de répondre aux questions de vos financeurs ou de vos parties prenantes. Au lieu de, actuellement, je suis sûre que vous répondez à de multiples questionnaires. Chacun a des questions qui varient. Ça permet de les standardiser et d'avoir un seul document, donc à terme de vous faire gagner du temps et surtout de valoriser et de communiquer sur votre hôte social et territorial. Ce que je dirais là, le destinataire d'un rapport pareil, c'est les collectivités et les institutions, les banques et les financeurs, des clients et des citoyens, les collaborateurs. Et vous avez peut-être des donneurs d'ordre qui, eux, sont soumis à la CSRD. Et donc, ce rapport a été normé pour bien répondre à ces acteurs-là. Donc, un rapport bien conçu, ça renforce vraiment votre légitimité sur le marché et ça vous apporte un gain de temps à terme. Maintenant, je vais parler du bilan carbone. Alors, le bilan carbone, c'est un enjeu grandissant pour les associations et les fondations et c'est clairement pas réservé aux entreprises. Et encore, hein, lors de notre petit voyage à travers de la France, on a rencontré des organisations qui faisaient déjà des bilans carbone et je suis sûre que parmi vous, il y en a certains. Et pourquoi? Pourquoi l'environnement, c'est un enjeu grandissant? Parce que vous êtes soumis au décret tertiaire, parce que vous avez des obligations dans l'alimentaire pour ceux qui sont concernés par cette dimension-là. Il y a un grand sujet du déchet qui est relatif à tous les soins. Vous avez aussi beaucoup de mobilité de vos salariés. Et vous avez beaucoup de bâtiments et donc la consommation énergétique est très importante. Donc, clairement, ça s'adresse à vous. Le cadre réglementaire, donc la partie en haut à gauche, montre vraiment qu'un bilan carbone est obligatoire en France pour les organisations de plus de 500 salariés. Mais comme je dis, j'ai rencontré des organisations qui étaient dans les 100 salariés et qui faisaient un bilan carbone. Donc, l'enjeu, encore ici, c'est pas d'être parfait, il n'y a pas de sanction, on veut pas de sanction, mais c'est montrer que vous êtes conscient, vous objectivez quelque part votre consommation énergétique, vous la mesurez pour la piloter. Donc, un bilan carbone, volontaire ou pas, de toute façon, peut identifier des gisements d'économie. Donc, quand vous êtes DAF, vous êtes sensible à ça. Et aussi, ça vous permet de prioriser vos investissements, vos CAPEX. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, mais c'est important de voir celles qui sont le plus consommateurs d'empreinte carbone, d'émissions à effet de serre. Donc voilà, sur le bilan carbone, bien sûr, nous accompagnons des sociétés pour le faire. Mais pour conclure, parce que Julien m'avait fait 6 minutes, et j'espère que je suis dans les temps, mais je pense que oui. Donc, pour conclure, je dirais que la durabilité, c'est le prolongement de votre projet associatif. C'est un changement stratégique qu'il faut prendre en compte, comme le Crédit Coopératif AFID le disait en introduction. C'est plus un gadget. Vous en faites déjà forcément de par la nature de vos activités. Donc, c'est préserver l'humain, c'est renforcer votre impact territorial, c'est utiliser au mieux vos ressources qui vous sont confiées par vos financeurs, donc par les
les pouvoirs publics, et les pouvoirs publics sont très sensibles à ça. Donc, la RSE, c'est un cadre de pilotage, rien de plus, pour sécuriser votre mission sociale, vos financements et vos impacts sur le territoire. Et bien sûr, là, on est là pour vous accompagner à toutes les étapes, avec beaucoup de pragmatisme. Hier, je parlais plutôt à une société et ils disaient, bah, on vous a choisi il y a 2 ans pour faire votre rapport de durabilité, donc c'est un peu différent. Mais justement, parce que vous n'êtes pas comme les Big Four qui étaient très dogmatiques. Vous êtes là, vous êtes là pour faire du sens, pour vous rapprocher du territoire. Et nous, on a apprécié ça. Et nous, 2 ans plus tard, bah, on est très contents. On est très contents avec vous. Et c'était le président d'une grosse holding et d'une grosse famille en France. Donc, j'étais très contente d'entendre que ben, ce qu'on avait promis, ben, on a délivré, que l'équipe a délivré. On essaie d'être agile. Et voilà, c'est pas, c'est qu'une question de bon sens. Donc, je veux dire, ben, merci pour votre ascension et surtout, merci pour tout ce que vous faites pour vos missions sociales qui sont très importantes pour la société. Et c'est déjà très louable. Et déjà, vous faites donc beaucoup de RSE et merci pour tout. Et voilà, je te rends la main, Julien. Merci. Merci Frédéric. Alors peut-être pour illustrer un exemple notamment du rapport hein, que peut fournir Frédéric, ce qui est toujours intéressant pour travailler auprès des financeurs, c'est d'être en capacité de démontrer qu'on perçoit donc 100 € d'argent public, de fonds publics, et que sur ces 100 € rejaillissent, alors je ne sais pas, 85, 90, 95 € sur le territoire. Et ça, c'est des éléments à la fois concrets et pour lesquels les financeurs sont très sensibles. De démontrer le fait que peut-être que je ne fais pas appel à des fournisseurs chinois, alors j'ai rien contre les Chinois, ou des plateformes comme Amazon, etc., mais que ma politique d'achat s'inscrit dans des circuits courts au niveau local. Et ça, pour les pouvoirs publics, c'est extrêmement parlant. Et puis j'ajoute que pour les nouvelles générations, parce que nous aussi on est concernés, c'est vrai qu'avoir une dimension durabilité RSE, c'est assez attractif dans le cadre du recrutement, puisque les nouvelles générations cherchent du sens et ils ont bien raison. Voilà, messieurs, dames, vous savez tout. On est à votre disposition quelques instants si vous avez des questions, alors maintenant ou plus tard. En tout cas, merci pour votre attention. On en profite pour vous diffuser le QR code, donc vous pourrez renseigner le questionnaire de satisfaction pour qu'on puisse s'améliorer à l'avenir. Et puis également, vous pourrez télécharger le support dans sa version longue. Et donc, en attendant que vous scanniez le QR code, on est à votre disposition pour d'éventuelles questions.